Alors, ben merci de m'avoir invité, hein. Vous me remerciez d'être là, mais je suis là parce que vous m'avez invité. Et puis, c'est ça, on avait hâte que ça recommence un peu. On se promenait avant la fameuse épidémie, dont on ne parlera pas pour qu'elle revienne. Mais c'est toujours le fun. Évidemment, la période des questions, c'est la plus intéressante pour moi. C'est le plus nouveau. Puis j'essaie tout le temps de me rendre là. Euh, tu sais, plus ou moins rapidement, là, mais ce que je vais vous allez voir un tour guidé de notre petite ferme. Certains éléments, je vais passer peut-être vite, donc prenez en note les éléments sur lesquels vous voudriez que je développe. Donc, je préfère, plutôt que de m'étendre puis de parler là, sans fin, aller assez vite et puis vous laisser le temps de me poser vos questions. Alors j'y vais. Quand il va y avoir, il y a deux endroits où il y a deux vidéos qui sont un petit peu plus longues. L'abattage du poulet, dont je vais parler un peu plus parce que ça fait partie intégrante du projet pilote qu'on a essayé de développer ici, puis pour lequel je sais qu'il y avait de l'intérêt de votre côté. Et puis la construction de notre serre, parce que j'en parle pas dans mes livres, donc c'est unique aux présentations à laquelle vous assistez là. Puis c'est un système que je trouve de plus en plus intéressant puis qui fonctionne partout sur Terre. Alors, on commence. Alors, j'ai les deux livres que vous avez là, c'est les deux livres que j'ai publiés pour l'instant. Un essai, La ferme impossible, sur l'état législatif de l'agriculture au Québec, mais évidemment qui se rapporte à beaucoup d'autres endroits au Canada et en Amérique du Nord, en ce sens que j'explique comment l'agriculture, ce que je dis productiviste, nous a amené un peu dans l'étau dans lequel on est en ce moment. Puis le livre qui a suivi, ben, c'est un manuel pratique parce que je pense que la seule façon de s'en sortir, c'est d'en faire. Alors, ce que je critique souvent, c'est le fait que notre agriculture, je vais juste me fermer un peu la face. Pour pas me voir tout le temps. Donc, ce que je critique souvent, c'est ce que j'appelle l'agriculture spécialisée. L'image que je donne, c'est l'image d'une agriculture qui est aux soins intensifs. La raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que c'est une agriculture qui est dépendante de beaucoup d'intrants. Donc, dans l'agriculture conventionnelle, disons, carbure aux intrants. Donc, dans le poulet, on va commander nos poussins. Dans le maraîchage, c'est les cultivars, c'est les semences hybrides. Alors, c'est une agriculture qui est sous soluté. Alors, elle dépend de mécanique, elle dépend d'agrochimique, de pétrochimique, de financier, de politique. Donc, c'est une agriculture qui se fait en silo. Donc, tous les gens sont très, très spécialisés. Ça fait que ceux qui sont plus diversifiés ont plus de difficultés parce qu'on a moins d'outils, puis le cadre législatif est moins compatible avec ce qu'on essaye de faire. L'agriculture spécialisée, c'est aussi une agriculture, on l'entend souvent, qui est responsable de beaucoup d'intrants, d'externalités négatives. Donc, elle a une grosse empreinte sur l'environnement autour d'elle, entre autres parce qu'elle est à ce point spécialisée. Alors, la conclusion de la ferme impossible, je vous amène direct à la fin, c'était que je proposais qu'il fallait qu'on se tourne peut-être vers une agriculture que je disais artisanale. Mais pour moi, c'est important d'expliquer concrètement ce que ça veut dire. Puis, ce à quoi j'en suis venu, c'est le chiffre du 1%. Alors, ce que j'expliquais à la fin du livre, c'est que une ferme, par exemple, conventionnelle qui va élever 40 000 poulets à la fois, si on fait 1% de ça, ben c'est 400. Donc, ce que j'essayais de faire, c'était de définir les contours de ce que pourrait être une agriculture artisanale. Et puis, une fois qu'on l'aurait eu défini, on aurait pu lui déployer un cadre législatif adapté. Alors, comme je vous disais, si la ferme moyenne a 80 vaches, ben 1% de ça, c'est 0,8 vaches. Alors bon, on comprend l'idée que l'agriculture artisanale, c'est quelque chose qui, à la base, a une production diversifiée, mais produit moins de chaque élément. Mais la vraie conclusion de la ferme impossible, c'est que je pense que la première chose qu'il faut faire avant de s'installer dans un cadre où on veut nourrir les autres, c'est qu'il faut apprendre à se nourrir soi-même. Donc, c'est pour ça que je dis souvent aux gens, commencez par vous installer dans un environnement qui vous permet de vous nourrir vous-même. Regardez les surplus que vous êtes capable de
de générer plus facilement. Puis vous ferez le commerce de ça une fois que vous serez rendu là. Donc, le grand public, je les invite souvent à considérer que acheter tout ce qu'on veut manger, c'est une façon intéressante de survivre, mais ce qui est intéressant après ça, c'est de s'en aller peut-être vers l'acte de cuisiner, qui déjà est un retour aux sources, qui est un retour vers la base de l'alimentation. Donc, d'acheter son poulet entier, d'en faire un coq au vin, une soupe tonkinoise, de faire ses propres sushis, hein, au lieu de les acheter, de faire son pain, de faire son fromage, de faire ici, vous avez des cannelés qu'on fait à partir de la cire d'abeille de nos voisins, de notre lait de chèvre, de nos œufs, produire votre propre saucisse. Tout ça, c'est s'intéresser à la genèse de l'acte alimentaire. C'est de s'intéresser aux étapes de la création des aliments. Après avoir passé par la transformation, la cuisine, on peut encore reculer et s'intéresser à la production. Donc ici, vous avez des beaux poulets Sasso à croissance lente, vous avez nos beaux œufs de poules élevées au pâturage qui sont orangés, puis nos chèvres qu'on trait. Une fois que vous avez maîtrisé la production, ce qui est encore plus intéressant, c'est de continuer à reculer et puis d'aller vers la reproduction. Alors, c'est pour ça que dorénavant, on n'achète plus, nous, de poulet, de volaille. On fait notre propre production de poussins. On conserve des semences. On a un bouc, comme ça, nos chèvres donnent naissance à chaque printemps à des chevreaux. Alors, ce que vous voyez ici, le passage d'acheter à cuisiner, à produire, à reproduire, c'est ce que j'appelle, moi, remonter à la source, s'intéresser à toutes les étapes de la création des aliments. Puis ça vous mène à quelque chose de bien important qui est le sens. Donc, je dis tout le temps aux gens, ce qui est important, c'est d'essayer, à partir du moment où on arrive à se nourrir soi-même, on comprend que nos propres gestes arrivent à nous nourrir, mais ça fait beaucoup de sens, puis souvent ça aide dans le grand scheme of things, dans la perspective de vie globale. Alors, on débarque chez nous, à Sainte-Lucie-des-Laurentides. Vous voyez, on a un terrain d'une 40aine d'acres qui est surtout en forêt. Vous voyez en haut notre petite maison, mais c'est par cercle concentrique qu'on ouvre à partir de là notre pâturage puis qu'on travaille. Vous avez ici une photo prise avec un drone de la maison au centre et puis des différents éléments autour. Donc, ça, c'est la fameuse ferme impossible, si vous voulez. On grossit tranquillement autour de la maison. On a installé en haut à gauche nos cultures. Vous voyez à droite complètement la grande serre, l'abattoir juste en bas. Puis vous voyez que ce qui est autour de la maison, ce qui a été défriché, c'est ce que j'appelle le pâturage. C'est là où il y a des herbes vivaces qui poussent. Donc, on va revenir à tout ça morceau par morceau. Alors, là, on a eu un bris technique. Alors, donc, sur la propriété, vous avez là l'ensemble des aliments qu'on est capable de produire. On a une serre de 1000 pieds carrés, donc 33 par 33, qui est avec un polyéthylène soufflé que vous voyez ici. C'est notre serre potagère dans laquelle on produit des légumes à chaque année. On varie le plan de culture à chaque année selon ce qu'on apprend l'année d'avant, mais ça fonctionne uniquement l'été, cette serre-là, en fait de jardin potager. On a nos cultures. Vous voyez à gauche, on a fait pousser une centaine de plants de pommes de terre, 3000 carottes cette année-là, environ 600 gousses d'ail, et puis ça nous suffit, nous. Cette année, on va descendre à 2000 carottes. Et puis, c'est les cultures extérieures. Vous savez que le maïs, un plant, c'est un épi. Mais ce qui est intéressant avec le plant en soi, c'est qu'on les conserve et on les donne aux chèvres pendant l'hiver. Donc, c'est pas de l'ensilage parce que c'est pas fermenté, mais c'est de la matière organique dont on nourrit les chèvres. Les fameuses chèvres au pâturage autour de la maison, vous les voyez sur des piquets avec chacune ont une laisse rétractable. Alors, ça leur permet d'avoir un bon rayon d'action sans s'enfirlicoter. Et puis, ils vont manger des vivaces indigènes. Là, elle a la bouche pleine d'herbes puis de trèfle, qui est une légumineuse. Et puis, comme vous voyez, ils aiment beaucoup.
Alors, les chèvres, ils nous permettent aussi d'avoir du lait. Donc, on va les traire 2 fois par jour, de juin à novembre environ. On va avoir environ 6 litres de lait à partir de ces 2 chèvres-là. On élève le poulet sur le pâturage. Donc, on l'élève dans des cages mobiles comme celle-ci, ce qui nous permet d'avoir, à la fin de l'année, une centaine de carcasses de poulet au congélateur pour nos propres besoins. On va parler plus tard de la manière dont tout ça peut ou ne peut pas être mis en marché. On élève des poules dans des filets portatifs. Les poules nous donnent des œufs, mais parce qu'on élève nos poules avec des coques, les coques, première vidéo, je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais vous avez ici un beau cochage le coq vient de cocher la poule. Donc, la poule que vous voyez là va être fertile pendant 2 semaines. Alors, tous les œufs qui sont pondus par ces poules-là peuvent être soit couvés par les poules, ce qui va donner des poussins, ou mis dans des incubateurs. Là, vous avez un Hova-Baiter de 41 places avec un tourneur d'œufs que vous voyez ici en accéléré. Donc, ça prend 24 heures pour faire 3 allers-retours là, ordinairement. Donc, vous voyez ici, au bout de 21 jours, l'éclosion d'un poussin. Alors, sur 41 œufs, un bon taux d'éclosion, c'est environ 65 à 70 donc peut-être 36, 37 poussins. Donc, on produit nos propres poussins. On a 2 incubateurs. Vous avez ici l'incubateur en mode 24 heures plus tard, c'est-à-dire que 24 heures plus tard, les poussins sont comme ça, là, séchés et fluffés. Donc, après ça, attendez, il y a de l'action ici. On les amène dans ce qu'on appelle, nous, l'éleveuse, qui est construite à partir d'un réservoir de 1000 litres, comme vous voyez là. J'explique ça dans mon livre. On le coupe en 2. Et puis, on installe les poussins là-dedans. Ils vont rester là environ 21 jours. Après ces 21 jours-là, évidemment, dans ces poussins-là, il y a des coqs puis il y a des poules. Donc, nous, on élève tout le monde dans un premier temps dans les cages mobiles au pâturage. Donc, les oisillons sont amenés dans ces cages-là que je vais déplacer avec ce que j'appelle, moi, un diable de déplacement. Tu vois, j'en mets 2, un d'un côté qui agit comme roue, puis de l'autre côté, ça me permet de les tirer. 2 fois par jour, je les déplace. S'il y a 3 douzaines de poulets, s'il y a seulement 2 douzaines de poulets par cage, je la déplace 1 fois par jour. Encore là, le déplacement des cages te permet d'optimiser ton espace puis de contrôler la quantité de phosphore qui est déposée sur ton sol. Au Québec, on a le règlement sur les exploitations agricoles qui donne des limites de phosphore. En haut de ces limites-là, il faut remplir beaucoup de paperasse et on est obligé des fois d'exporter son fumier. En bas de ça, on est correct. Donc, ça fait partie des chiffres qui sont importants à ramasser pour connaître les contours de l'agriculture artisanale dans votre province. Mais en général, avec ce système-là, vous voyez, sur une petite surface comme la mienne, j'ai 140 endroits où je peux déplacer ma cage. Puis vous voyez, je déplace dans un mouvement de zigzag. Donc, avant de revenir au premier endroit, il va s'être écoulé 140 jours. Bon, là, évidemment, j'ai plus qu'une cage, donc je suis obligé de revenir 1 fois ou 2 pendant l'été au même endroit, mais l'idée, c'est de s'assurer qu'on ne revient pas au même endroit avant que le pâturage ait eu le temps de redevenir flambant neuf. L'élevage du poulet en cage mobile se termine évidemment à l'abattoir. Donc, en 2020, on a contacté, en fait, depuis 2015, on lobby le MAPAC pour qu'un projet d'abattage à la ferme soit développé. En 2018, le ministre de l'Agriculture et son cabinet était plus ouvert à nous entendre que les autres ministres ont été. Donc, c'est à la base de la politique tout ça. C'est pas juste une recette technique, c'est aussi une histoire d'avoir des contacts puis d'être chanceux parce que les gens qui sont élus ont du bon sens. Là, cette fois-ci, il est intéressé à travailler avec nous. Alors, ils nous ont demandé de soumettre un plan. Ça, ce que vous avez devant vous, c'est le plan qu'on leur a soumis. Donc, ça commence en haut. Vous voyez l'espèce d'outil que je tiens dans ma main, c'est un étourdisseur à percuteur captif. Ça, c'est un outil que le MAPAC nous a exigé parce que la CIA, monsieur ici a un arbre en plastique comme moi, c'est super. L'étourdisseur à percuteur captif, c'était une condition qui a été émise rapidement par le MAPAC
parce qu'il voulait que le poulet soit insensibilisé avant la saignée. Nous, on faisait une dislocation cervicale qui était permise au niveau du consommateur, mais qui au niveau commercial était moins souhaitable, qu'il me disait. Donc, cet outil-là, vous pourrez m'envoyer un courriel si vous voulez savoir comment l'obtenir. Ça se crinque à la main, comme vous voyez. Et puis, quand on appuie sur le bouton, bien, la tige sort, puis le poulet, instantanément, est euthanasié et tué. Donc, dans la vidéo que je vais vous présenter tout de suite après, on n'utilisait pas encore le percuteur, mais c'est le même procédé. Mais là, vous allez voir une saignée où le poulet n'est pas insensibilisé avant. Le poulet est jamais en détresse quand on fait ça. Il reste la tête, il reste dans son compte complètement immobile. Donc, on considérait pas qu'on faisait souffrir la volaille avec cette méthode-là, mais il a fallu qu'on change. Donc, comme vous voyez ici, pour le MAPAC, ce qu'on a représenté, c'est une chaîne qui s'en va constamment vers l'avant. Donc, on passe de l'insensibilisation à l'arrosage, on s'en va en bas, on va vers les chaudeuses, les bouillanteuses, bon, mais je vais plutôt vous montrer la vidéo. Alors, comme vous voyez, on prend la volaille. Ben là, attendez, ce que je vais faire, comme on avait dit, je vais me fermer la vidéo. Hein? Je vais me fermer la vidéo pendant que je vous explique la chose pour remettre toutes les chances de notre bord. Donnez-moi juste une fraction. OK. Alors, Amélie me disait que par le ministère, le MAPAC, c'est le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. Là. Donc, vous, je pense que vous avez la CIA, l'Agence canadienne d'inspection en aliments, puis je pense qu'il y a aussi le ministère là, au Nouveau-Brunswick là, qui est votre MAPAC. Alors, je me referme la vidéo, puis on y va avec la séquence d'abattage. Donc, évidemment, ce qui est le fun avec ce système-là, c'est que le poulet, on le prend juste à côté de l'abattoir et puis on va direct à l'abattoir. Alors, ça, c'est évidemment le procédé qu'on a montré au MAPAC. Alors, le poulet est saigné. On le rince sommairement. Évidemment, les poulets sont très propres parce qu'ils sont élevés au pâturage. Et puis là, on passe à l'échaudage. Donc, à 60 degrés Celsius, pendant 2 minutes, on va et vient avec le poulet dans l'eau. Quand les plumes de la queue s'enlèvent bien, c'est terminé. Là, on ébouillante les pattes. La raison pour laquelle on fait ça, c'est pour pouvoir dépioter, enlever la peau des pattes dans la plumeuse. Ici, on a une plumeuse qui est faite au Québec par un forgeron. En une trentaine de secondes, le poulet est plumé. Puis là, vous voyez, c'est très, très, très facile d'enlever la peau sur les pattes. Donc, quand notre poulet est plumé et que les pattes sont propres, on s'en va vers la table d'éviscération, qui est un grand lavabo à lessive qui a été coupé. Donc, ça nous fait une belle surface. À côté, il y a un autre lavabo comme ça, dans lequel je mets des cubes de glace réutilisables, qui vont aller dans la laveuse après, pour avoir une station de froid. Donc, les étapes de préparation de la volaille sont tout le temps les mêmes. On commence par enlever la tête, qui pour l'instant est compostée. Les pattes, on les enlève, on les met dans le bac d'eau froide. Celles-là, ils nous servent à faire des bouillons de soupe tonkinoise, c'est bourré de collagène, puis le MAPAC en permet l'utilisation. Ici, j'enlève la glande europygienne. Là-dedans, vous avez des petites glandes qui sécrètent une huile qui, des fois, donne un goût un peu rance à la volaille quand on la cuit entière. Donc, la première étape d'éviscération, c'est d'ouvrir le cou, de décoller la trachée puis l'œsophage du cou, puis de décoller la peau du cou. Après ça, on va vers le jabot. Dans ce cas-ci, la volaille n'a pas jeûné. Donc, le jabot, il est plein de grains. Il est facile à identifier. On le voit. Il est bien dodu, mais souvent, il va être plat, il va être vide. Donc, il est plus difficile à identifier. Donc, une fois qu'on a décollé ça d'un côté, on s'en va de l'autre côté. On ouvre la cavité abdominale, ce qui nous permet de décrocher le cloaque et puis de rentrer notre main puis d'enlever à peu près tout d'un coup. Alors, c'est à ce moment-là que le jabot, la trachée et puis l'œsophage sortent par le cou puis se retrouvent en arrière. De tous ces viscères-là, ce que je conserve, c'est le gésier, le cœur puis le foie. Donc ici, on a le droit de mettre en marché ces abats-là. Donc, je commence par remettre le gésier dans la cavité pour ne pas le salir. Je rince bien mon foie.
mon cœur, j'enlève la vésicule biliaire du foie. Tous ces éléments-là, on va les composter après coup avec les plumes puis le sang. Ça aussi, ça fait partie de ce qu'on a négocié avec le ministère. Donc, le gésier est plein évidemment de cailloux, d'herbes, ce que le volaille a mangé. On jette ça et puis là, on le rince à l'eau froide. Ça facilite le pelage de la couche de chitine qui est à l'intérieur du gésier, qu'on enlève. Là, j'explique qu'on s'en va chercher les poumons. Donc, il faut faire un mouvement comme ça là, de scooping. Il n'y a pas de bon terme en français. Scooping est le bon terme. Et puis là, on enlève l'excédent de peau. Et puis voilà, la volaille est rincée et prête à être refroidie. Subséquemment à cette étape-là, ils vont aller dans notre cuisine où on va les rincer une dernière fois. Et puis, on va procéder après 24 heures à l'ensachage puis à la congélation. Donc, dans le projet pilote qui est en branle, on a aussi demandé évidemment à pouvoir faire cuire la volaille sur les lieux, conditionnellement à un permis de transformation, et puis de le vendre sur les lieux. Donc, maintenant que les poulets sont au congélateur, on va retourner dehors voir les poules. Alors ici, vous voyez qu'on élève les poules dans une clôture mobile, une clôture électrifiable que je n'électrifie pas parce qu'on a des chiens qui patrouillent en permanence nuit et jour, mais vous pourriez avoir à les électrifier. Les poules sont élevées dans une cage mobile qui ressemble beaucoup à la cage pour le poulet, mais à laquelle on a rajouté une porte en avant parce qu'ils sortent à chaque jour, et puis en arrière, des pondoirs qui sont faits à partir de caisses de lait dont on a enlevé un pan en avant. Même idée ici, la clôture mobile est déplacée à chaque semaine, la cage à l'intérieur de cette clôture-là à chaque jour. Donc, à chaque jour, on déplace la cage, mais à chaque semaine, on va déplacer la clôture. Donc, vous voyez, après 6 semaines seulement, on revient au premier remplacement. Donc, ça donne 1 mois et demi de repos au pâturage qui a hébergé les poules, ce qui est essentiel pour avoir un beau pâturage luxuriant qui participe à l'alimentation de la volaille. L'hiver, qu'est-ce qu'on fait? Ben, les poules, ils déménagent dans la grande serre. Donc, le 1er novembre, moment où la culture potagère est complètement terminée, les poules rentrent. Donc, vous voyez ici ce que ça a l'air à peu près en ce moment. Donc, il y a beaucoup de neige sur les côtés de la serre. Ça n'a jamais occasionné de problème. Les arches de ma serre sont aux 4 pieds. Dans la serre, la cage que vous reconnaissez est là. Elle est surélevée sur 4 caisses de lait pour que les poules puissent y avoir accès par en dessous. On installe notre abreuvoir chauffant sur un trépied d'arpenteur, ce qui nous permet de le déplacer un peu partout, puis de garder l'eau propre. Puis vous voyez à droite, la mangeoire, elle est suspendue sur les arches de la serre, puis elle aussi, elle est déplacée à chaque jour. L'idée étant de répandre les fientes des poules le plus régulièrement possible dans la serre. Donc, je vais vous donner plus d'informations sous peu. Donc, vous voyez ce que ça a de l'air en dedans. Les réservoirs qu'il y a là ne sont pas utilisés l'hiver. Les réservoirs sont là pour irriguer la serre par goutte à goutte l'été. On va y revenir un peu après, mais vous voyez là le setup. Donc, parce que les poules sont là tout l'hiver, il faut rajouter de la litière. Donc, la litière, je récolte des feuilles mortes avec mon aspirateur broyeur. Et puis, je mets ça dans des grands sacs de poubelle. Comme vous voyez, c'est de la belle feuille hachée. Alors, quand on utilise ça comme litière, ça va vraiment très bien s'incorporer au sol, surtout que les poules grattent tout l'hiver là-dedans. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que le rapport carbone-azote des feuilles mortes, c'est environ 45:1. Le rapport carbone-azote des fientes de poules fraîches, c'est environ 10:1. Ce qui fait en sorte que pour avoir le ratio que moi je dirais idéal de 21 parts de carbone pour une part d'azote, qui va nous permettre d'avoir un mélange compostable intéressant, ben, il faut mettre 2 fois plus de feuilles qu'il y a de fientes. Vu que les poules vont déposer en moyenne 300 grammes de fientes par semaine chacune, ben, moi j'ajoute 600 grammes de feuilles mortes séchées par semaine par poule pour avoir
en bout de ligne, un sol qui, en se décomposant, va nous donner un compost qui est environ un ratio de 21 pour 1. Vu que j'ai environ 36 poules, ben, à chaque semaine, j'ajoute 22 kilos de feuilles mortes. Les poules restent là du 1er novembre au 1er avril, ce qui fait que c'est environ 20 semaines. Alors, vous voyez, ça donne à peu près ça comme quantité. C'est à peu près une demi-tonne de feuilles mortes. Moi, le truc que j'utilise ici des fois pour me sauver du temps, c'est que je vais piquer des feuilles mortes au golf, qui est pas très, très loin, où il y a quelqu'un qui passe déjà sur le golf ramasser les feuilles avec une machine qui aspire puis qui hache. Mais sinon, c'est pas si long que ça, remplir ça en allant à quelque part où, évidemment, il y a des feuillus. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les poules, ils passent environ 12 heures par jour dans leur cage sur leur perchoir. Donc, les fientes vont être répandues, la moitié dans la serre, un peu partout, l'autre moitié sous la serre. Donc, sous la serre, on a installé sous la cage mobile. Donc, sous la cage, on installe ce qu'on appelle une couche, c'est-à-dire un morceau de polyéthylène sur lequel je vais mettre de la feuille morte, mais qui va récupérer la moitié des fientes. Là, je vais vous expliquer ça en vidéo. Je vais fermer ma propre vidéo. Alors ici, ce que vous voyez, c'est le vendredi. À tous les vendredis, je rentre dans la serre, je tire sur ma couche en polyéthylène, couche de plastique. Évidemment, il y a un peu de paille parce que dans les pondoirs, il y a de la paille. Il y a de la feuille morte. Il y a un peu de terre parce que les poules, à chaque fois qu'ils rentrent en dedans, ils vont rentrer un peu de terre. Et puis, ça me donne un mélange qui, en fait, ça a l'air pire que c'est, là. C'est assez... C'est assez lousse comme mélange, et puis ça se composte très, très, très bien. Donc, sur cette couche-là, j'ai respecté le ratio de 2 parts de feuilles ou de carbone pour une part d'azote. Puis là, je le sors dehors. Il y a 2 options dehors. Vous pouvez accumuler vos ballotins tout l'hiver ou vous pouvez les mettre à un endroit spécifique, une parcelle en développement, par exemple. Donc, je reviens à l'intérieur, je prends une autre feuille de polyéthylène, je mets un peu de feuilles mortes et puis je le repousse en dessous de ma cage. Donc, comme je vous expliquais, la moitié des fientes se dépose là, l'autre moitié un peu partout dans la serre. Alors, je vais répandre. Vous voyez, les sacs que j'ai là, c'est 11 kilos. Donc, je répands 2 sacs comme ça à la grandeur de la serre. Mais je vous montre pas le processus en entier parce que c'est plate. Alors, on est revenu dehors. Là, la belle ligne jaune qu'il y a là, c'est pour vous expliquer ce qui se passe au printemps. On a un chemin ici. Ce chemin-là, je le déneige, moi, tout l'hiver. Ce qui fait en sorte qu'au printemps, vous voyez, il y a de la neige des deux côtés, mais il y a une belle zone qui est prête à recevoir les poules qui sortent le 1er avril. Alors, le 1er avril, on débarque en gang. La vidéo est accélérée, en passant. Et puis là, on sort la cage. Malheureusement, la cage est un peu plus grande que la porte de la serre. Chose à ne pas faire si vous pouvez. Et puis là, on sort la cage, on l'installe dehors avec les poules, et puis la serre est libérée. Donc, me laisser ici, vous voyez comment c'est facile. On met de la paille dans les pondoirs, on referme la porte, et voilà, les poules sont heureuses. Bon. Ça suffit. Alors, je voulais vous... Donc, c'est ça. Voyons. Le printemps arrivé, on va relancer le plancher radiant. Donc, je vais tout vous expliquer ça. Le plancher radiant, il est installé en dessous du sol de la serre. La serre a 18 pouces de terre... de terre... ça s'appelle comment, ça? La terre paysagiste, qu'ils appellent ça. Donc, c'est de la terre bio. Alors, il y a 18 pouces de terre qui est déposé par-dessus un système de plancher radiant que j'ai fabriqué ici avec des treillis métalliques puis du PEX. C'est de l'oxypex. Donc, la construction de la serre s'est passée comme ça. J'ai fait venir, une fois que j'ai eu défriché puis nivelé comme j'ai pu, j'ai fait venir une grosse pépine qui était beaucoup trop grosse en passant. Et puis, j'ai fait creuser mon jardin de 18 pouces de profondeur. Autour de ce jardin-là, j'ai décidé d'installer des planches isolantes. Donc, c'est des panneaux de 4 pieds par 8 pieds de 2 pouces d'épais qui vous donnent une isolation R10. Ce que je voulais pas, c'est que le froid rentre par l'extérieur de la serre. Avec ces panneaux-là, je suis capable de conserver une température intéressante dans la serre sans la chauffer. Ce
que vous voyez autour aussi, vous avez du moustiquaire, l'espèce de broche que j'ai mis par-dessus les panneaux pour pas que les poules puissent gratter puis picosser l'isolant. Donc, pour installer les panneaux, j'ai fait creuser les tranchées avec une pépine, encore une fois, beaucoup trop grosse. Donc, ça a été un bordel effrayant à gérer, mais on s'en est sorti. Après ça, j'ai installé du treillis métallique. Autre mauvaise idée, c'est du treillis recyclé. Alors, il n'était pas très droit. Donc, mauvaise idée, on prend du treillis métallique neuf. Hein, ça se vend ça, pour armer le béton. C'est des feuilles de 4 pieds par 8 pieds avec des carreaux de 6 pouces. Donc ici, j'ai installé 6 zones différentes, donc 6 loops. Donc, c'est 6 sections de tuyaux indépendantes qui me permettent de chauffer de manière indépendante 6 zones dans la serre qui correspondent à 6 planches permanentes, 6 buts. Là, vous voyez, j'ai déposé à la brouette les 30 verges cubes de terre paysagiste. Et puis, j'ai tout filmé ça, imaginez-vous donc. Alors, ça achève. Mais essentiellement, ensuite, on pose la serre par-dessus tout ça. La première étape de la construction d'une serre, c'est d'installer les supports qui vont nous permettre de faire tenir les arches principaux. Donc, il faut rentrer ça à la masse. Évidemment, on explose les têtes de tous ces fourreaux-là, parce que chez nous, c'est de la roche, puis du caillou, puis du sable. Donc, il faut, après, avec un niveau laser, faire le niveau, puis couper avec un grinder, une meule, toutes les fourreaux, si vous voulez. Puis là, on peut installer les arches. Une fois que les arches sont installées, j'ai installé, moi, un système de côté ouvrant. Alors, ce système-là nous permet d'ouvrir puis de fermer les côtés de la serre, ce qui est absolument essentiel si on ne veut pas faire cuire les légumes. Alors, il suffit d'installer des deux côtés une tige avec une manivelle qui va être installée sur une longue tige qui va finalement embobiner le plastique de la serre quand on l'ouvre et qu'on la ferme. Alors, vous voyez ici, et voilà, ça se rouvre et ça se ferme, c'est un miracle. Ça peut être motorisé, ça vaut plus ou moins la peine, c'est très dispendieux comme système de motorisation. Donc, nous, le matin, on ouvre, le soir, on ferme. Quand on met un côté ouvrant, il faut installer une jupette. La jupette fait en sorte que quand les côtés sont ouverts puis que c'est très venteux, bien le vent ne va pas balayer la serre. Ça empêche aussi les poules qui se promèneraient dans le coin de rentrer, les chiens, ce genre de bêtes-là. Et puis là, on installe des tiges qui empêchent encore là, quand il y a des grands vents, le système de côté ouvrant de swinger au vent. J'ai fait installer un panneau électrique de 200 ampères. Il sert à alimenter le plancher radiant quand je l'utilise. Je vais vous dire quand, c'est pas tout le temps, puis c'est pas l'hiver. Puis il sert à alimenter aussi les ventilateurs puis les extracteurs. Sur les côtés de la serre, j'ai décidé de ne pas enfouir à coups de masse les tiges de support. J'ai décidé de faire des trous puis de les remplir de béton. Alors, cette technique-là, c'est celle que je privilégierais si c'était à recommencer. C'est beaucoup plus simple, c'est très solide. C'est juste que là, bon, évidemment, il faut acheter du ciment. Alors, vous voyez, une fois que la tige est insérée dans ces trous-là, bien, il suffit de les remplir de béton. L'étape suivante, c'est d'installer les supports pour les extracteurs d'air puis les volets. Il faut faire son propre flashing, comme ils disent en anglais. Et puis, on installe évidemment la fameuse structure de polylock. Là, vous avez le polyéthylène. Ça, c'est la meilleure façon qu'on a trouvé de l'installer la première fois. C'était un peu rocambolesque, disons. Maintenant, je procède autrement, mais on met un premier plastique qui s'appelle le IR, le infrarouge, qui va retenir la chaleur à l'intérieur. Puis après, on met un deuxième plastique, de telle sorte qu'on a un double polyéthylène. Après ça, on installe ce qu'on appelle le wiggle lock ou le polylock, qui est une broche qui s'insère dans une piste qui va vraiment bien tenir le plastique. Ensuite, on fait la même chose sur les deux côtés de la serre. Donc, vous allez me voir là, installer la fameuse broche autour
la porte autour des ventilateurs, puis après ça, avec un X-Acto, on coupe. Ici, vous avez la soufflerie. Je vous expliquais que c'est un double polyéthylène soufflé. La raison pour laquelle on fonctionne comme ça, c'est qu'en poussant de l'air entre les deux couches de polyéthylène, on obtient une surface beaucoup plus lisse, beaucoup plus belle, mais sur laquelle le soleil va beaucoup mieux pénétrer parce que le soleil rentre mieux quand ses rayons sont perpendiculaires à la surface de la serre. Aussi, ça donne une petite isolation, un R2 environ, et puis l'hiver, la neige coule beaucoup mieux, et puis aussi, ça permet à la serre de soutenir une quantité quand même appréciable de neige. Alors, me revoici. C'est une histoire, celle-là. Vous avez ici le système de plancher radiant sur enpleinegueule.com /biotop live, mais vous allez voir sur enpleinegueule.com, vous allez facilement tomber sur la serre. Vous avez ce système-là que vous pouvez imiter. C'est le plan le plus simple possible pour gérer un système de radiant manuellement dans une serre. Donc, au printemps, le 1er avril, je vous expliquais, les poules sortent et puis je relance le plancher radiant qui a été éteint tout l'hiver. Je ne l'utilise pas pour chauffer la serre. Je l'utilise pour relancer mes cultures, puis je l'utilise pour prolonger mes cultures. Alors, le plancher radiant est allumé, l'eau roule là-dedans à 60 degrés Celsius. Il y a un thermomètre qui est dans le sol, puis je dis au système, donne-moi du 21 degrés Celsius. Donc, pendant que le sol se réchauffe, je passe un premier coup de grelinette, comme ça, pour casser les agrégats du sol. Là, j'étais bien fier de vous montrer qu'il y avait des vers de terre. Donc, le sol est en vie, tout va bien. Et puis, une fois qu'on a passé la grelinette, un petit coup de rotoculteur en surface, très, très en surface, pour casser l'agrégat. Un autre coup de grelinette. Là, on est à peu près à 15 jours, au 15 avril. Aucune odeur de fiente, signe qu'il y a un compostage qui a lieu pendant l'hiver, puis à partir du moment où on réveille le sol avec le plancher radiant, dernier petit coup de rotoculteur avant de remonter mes buts. Comme j'aime l'expliquer, je ne fais pas des buts, je fais des allées. Puis en faisant des allées, ben ça fait des buts. C'est presque scientifique. Et puis là, je remonte mes 6 buts. Comme je vous disais, je peux allumer ou éteindre le plancher radiant indépendamment dans chaque but. Ça me sert surtout à l'automne quand je veux couper la chaleur aux légumes racines, par exemple, mais la conserver pour les fruits comme les tomates, les poivrons, les aubergines. Bien franchement, en général, c'est all on ou all off, là, tout. Fait que je sais pas. En tout cas, c'est fait de même, mais bref, voilà. Alors là, on veut pas réécouter ça. Mais donc, une fois que le plancher est prêt, le 1er mai, tout est transplanté. Donc, la plupart, ça va être des petites plantes. J'ai choisi l'année dernière d'essayer. J'étais allé voir une compagnie qui faisait les bouteilles d'eau, les 18 litres, puis qui m'en ont donné beaucoup. Et puis, j'ai réussi à enlever le fond. Pour vous donner mon secret, c'est quoi mon secret encore? Ah oui, j'utilise des ciseaux pneumatiques à tôle. Donc, vous faites un trou avec une perceuse, vous prenez le ciseau pneumatique, puis là, vous pouvez ouvrir le fond. Toutes les autres stratégies marchent très mal, puis ça casse ou bien ça flambe ou ça pue. Donc ça, c'est vraiment la technique. Alors avec cette technique-là, on commence par transplanter tous nos plants, puis on met finalement, c'est le principe des cloches victoriennes qu'il y avait à l'époque pour conserver de la chaleur autour des plants. Donc ici, vous voyez ce que ça donne. Vous voyez ce que vous voyez ici. C'est ce que vous avez sur le site Internet, c'est tout le temps en temps réel. Vous pouvez suivre les températures. Donc ça, c'était une image à ce moment-là. Il était midi 42. On était le 30 février. On était le 30 avril. Là. Donc, on venait de transplanter. Regardez, dehors, en rouge, vous voyez, il fait 10. Dans la serre, il fait 17. Le sol est à 25 grâce au plancher radiant. Puis, vous voyez en bas complètement, dans la cloche, il fait 19. Alors, on gagne 2 degrés avec ce système-là. Puis, vous voyez à gauche comment la température se promène sur les derniers 24 heures. Donc, pendant la nuit, le plus froid qu'il a fait, c'est 7 dehors, 11 en dedans, puis presque 13 dans les cloches. Donc, les cloches, bon, vous pouvez faire des couches chaudes aussi. Vous voyez aussi là, que le système
Ici. Vous voyez là en dessous des cloches, le système de goutte à goutte est installé. Donc, les deux réservoirs que vous voyez au milieu, ils contiennent de l'eau qui est agitée avec des pompes en permanence pour pas que l'algue prenne dedans. Et puis, quand le plancher radiant, quand le goutte à goutte part, ben, c'est de l'eau vraiment tempérée puis oxygénée qui est pompée dans le système goutte à goutte. Au niveau de l'électricité, vous voyez ici notre compte d'électricité. Moi, j'ai la chance d'avoir un compteur électrique dédié à la serre. Donc, ce que vous voyez là, c'est la consommation de la serre. Vous voyez, en septembre-octobre, c'est là qu'il y a les pics parce que le système se rallume parce qu'il fait froid. À partir de la fin août, ici, il fait froid. Et puis, j'allume le système pour allonger ma croissance. Puis vous voyez, en novembre, je le coupe. Les poules rentrent, c'est fini. Puis là, bing, vous voyez, c'est en avril, quand je rallume le système d'eau, c'est un chauffe-eau instantané de 70 ampères. Et puis vous voyez que là, il y a vraiment une grosse consommation. 40 minutes, là, il va falloir que je diguédine. OK, donc là, c'est la serre quand ça commence à pousser. Là, regardez-moi comme c'est beau. Là, vous avez des carottes, du kohlrabi, des fèves, du maïs. Ça, c'était dans les premières années où on était un peu plus wild. Ça, c'est l'année dernière. Vous voyez en bas, vous avez des aubergines. On a des poivrons, des piments. On a deux rangées de tomates. Puis en haut, c'est déjà plus froid parce qu'on est au nord, mais même dans une serre, c'est là où on va mettre plus le kale, les concombres, les laitues. Puis en début de saison, on va alterner entre du pak choy et puis non, c'est pas des radis, là, les petits là, qui étaient tous bouffés par des bébites. Là. Rabioles. Attention, les rabioles, les ravageurs adorent les rabioles. Comme nous, ils n'aiment pas trop le kale. Alors, je vous en reparle tantôt. Le kale est notre ami pour la volaille. Donc, on a des chèvres, mais c'est bon, 40 minutes, mais j'ai fini, je me garocherai pas. Les chèvres, on les élève au pâturage. Des fois, ils vont boire à la rivière. Faut pas le dire au ministère de l'Environnement, parce que supposément qu'ils font de l'érosion. Mais regardez, là, sur une roche. Tout est beau. Et puis, on a une chèvrerie que j'ai construite l'année dernière. J'ai utilisé le système du toit en polyéthylène comme une serre qui est fixée là, encore une fois, avec le Wiggle Lock. Donc, c'est très, très rigide. Ça a fonctionné tout l'hiver. La neige a glissé. Vous voyez, il y a deux ouvertures. Ils sont fermés par des portes de garage. Et puis, vous voyez une longue gouttière là, qui court le long du toit des deux côtés. Ça remplit des réservoirs de 1000 litres qui sont utilisés pour irriguer les cultures dont je vous ai parlé tantôt, maïs, etc. Là, ici, j'avais planté là, vraiment trop de maïs, mais on s'en reparle. Donc, évidemment, les chèvres habitent avec un bouc, de telle sorte qu'à chaque printemps, on a des naissances. Et puis, on peut se remettre à traire avec une petite table de traite comme ça, construite avec le bois, là, comme toutes les autres structures que vous avez vues, avec le bois de la forêt. On peut faire du fromage, des savons, des cannelés. Et puis, avec l'excédent, très important, on fait cailler le lait qu'on ne consomme pas et puis on le donne aux poules qui en raffolent. Vous allez voir la quantité de mouches noires qu'on a aussi. Hein? Ça, c'est de la petite mouche qui pique. Donc, on en a. Et puis, ben voilà, je sais pas ce que vous voyez à travers le stream. Mais bref, les poules raffolent de ce lait caillé-là. Ça fait partie de nos stratégies pour éventuellement se sevrer de la moulée. On va s'en reparler. Alors, en conclusion, Small is Beautiful, la grande beauté de la petite échelle. Donc, Schumacher, dans son livre Small is Beautiful, en arrive à une conclusion que je vous partage, que je trouve super intéressante. Il explique dans un premier temps qu'il faut ramener les postes de travail en région, pas tout concentrer dans la ville. Il faut pouvoir travailler à partir d'équipements bon marché, des équipements simples qui peuvent être réparés par des gens ordinaires, avec des moyens ordinaires. Il faut qu'on utilise des méthodes simples pour les mêmes raisons, puis il faut faire une mise en marché locale. Donc, selon Schumacher, qui est un économiste qui a écrit ce livre-là dans les années 60-70, voilà les 4 clés du succès. Merci. Bon, on va départager cet écran-là. Stop share. Tu voudrais que je parle du pâturage?
Merci Dominique, c'était super intéressant. On en a appris Phew! beaucoup, je pense. Ouais, c'était condensé, mais de Ouais. très bonne qualité. Oui, Bon, puis technologiquement, on s'en est tiré. oui, Oui, on n'a pas eu Bon. de problème de robotique comme tantôt. Bon, c'était parfait. Donc, parfait. ben, on Alors, peut je peut-être, vous écoute. oui, on peut ouvrir la période de questions. Vous pouvez lever la main là, dans votre dans les réactions, là, on peut lever la main. Ou, Vous pouvez prendre la parole, là, vu que tout le monde ne se lance pas en même temps. ouais. Ah, tout le monde rallume leur caméra, c'est bon signe. Oui. Il y a même des enfants. C'est bon signe. Ouais. Ah, On peut peut-être lire les commentaires pendant que les gens se déjeunent un petit peu. ouais. OK. Il y a des clap, clap, clap. Excellente présentation. Apparemment, tout le monde a de la misère avec les bibittes sur la rabiole. Oui, oui. Ben c'est ça, je disais le kale tantôt. J'essaie de trouver des manières de nourrir la volaille avec les moyens du bord. Fait qu'on est en train d'établir des jardins à volaille. Puis les poules, ils raffolaient pas trop du kale, mais quand je me suis mis à en donner aux poulets en croissance, ce qu'ils appellent ici des fois les broilers, les poulets à griller, j'ai mis un bouquet de kale, puis en dedans de 8 minutes, il n'y avait plus rien. Puis tu sais, le kale, l'avantage, c'est que ça pousse du petit printemps jusqu'à tard dans l'année. Les ravageurs aiment pas ça. C'est supposément très nutritif. Nous, on en mange parce que, tu sais, on se dit qu'il faut, mais c'est quand même, tu sais, il faut faire des chips ou ben, il faut les ramollir. Tu sais, c'est quand même de la job, mais les poulets adorent ça. Donc, cette année, je vais faire pousser 75 plants de kale, puis en donner le plus possible à ma volaille. Donc là, les stratégies qu'on a pour la volaille, c'est le kale. Si on est dans les maritimes, je me demande si les algues seraient quelque chose que les poules aimeraient. Moi, j'en ai pas ici, mais le kale, on a de la consoude, on a de l'ortie, on a de la livèche. Donc ça, c'est des vivaces, donc on n'a pas besoin de s'en occuper. Évidemment, tous les légumes défraîchis, des tomates, tout ce qu'on veut pas manger, les poules vont en manger. Ils mangent aussi de la viande. Donc moi, j'ai commencé à garder quand on abat, nous, les chevreaux, au printemps, les morceaux moins beaux, on donnait ça aux chiens, mais là, on va les garder, on les passe dans la moulinette. Donc j'ai dans mon congélateur en ce moment des gros sacs de résidus d'abattage de chevreaux qu'on trouve moins intéressants, puis que les poules, elles, mangent de la viande, donc et les poulets. Donc ça, c'est ça, l'ensemble des stratégies qu'on va essayer de déployer cette année pour se sevrer de la moulée. Je fais pousser du maïs. Puis le maïs, c'est le meilleur grain pour le petit producteur parce que ça se sème bien puis ça se récolte bien. Mais le jour où je vais faire pousser du soya ou bien du blé ou bien de l'avoine pour en donner aux animaux, va faire beau. Alors, voilà sur le kale et les bébites à rabiole. Êtes-vous dégêné? Ben, il y avait une question d'Alexis. Il demande sur ta superficie, est-ce que ça serait pas possible de faire pousser ton propre grain pour nourrir les poules? Ben, euh, non. Ben oui puis non. J'ai 41 acres. Là, cet hiver, je défriche, cet hiver, ce printemps, je défriche 1 hectare en pâturage. Donc, moi, ce que j'aimerais faire avant du grain, ça serait du foin. Parce que là, j'achète mon foin, mais je serais capable d'en faire assez parce que je te dirais que 2 chèvres, ça mange peut-être 80 bottes de foin de l'automne au printemps. En ce qui a trait au grain, le gros problème avec le grain, c'est le conditionnement. Donc, bon, avoir une belle terre plane, sans cailloux, où je peux semer à la volée, hein, oublions pas, on sème à la volée. Donc, il faut pas qu'il y ait d'obstacles. Quand tu sèmes des petits plants, tu peux tasser avec tes mains, mettre ton plant. Le maïs, on se met à genoux, on met un treillis métallique, le fameux treillis que j'utilisais dans ma serre, ça nous donne un quadrillé de 6 pouces par 6 pouces, puis on est capable de planter nos grains assez précisément. On plante 1000 épis de maïs comme ça à la main, puis ça prend pas plus qu'une 3 heures, disons. Mais le problème, entre guillemets, avec le blé, moi j'ai acheté, si ça vous intéresse, il y a 2 bons livres sur le grain. Tu as Organic Grain Growing de Jack Blazer qui est au Vermont, malheureusement qui est mort l'année passée. Vous voulez aller le voir. J'ai envoyé un DVD que j'allais récupérer en allant le voir, mais finalement, la succession va en hériter. Mais sinon, j'ai un autre livre, puis ce qui est fascinant là-dedans, c'est la complexité d'arriver à un grain comestible pour l'humain,
c'est la pire. Pour l'animal, c'est moins pire. On peut donner un grain qui est moins conditionné. Mais tu sais, pour l'avoine, manger un bol de gruau, c'est extrêmement complexe. Là, il faut que tu coupes, après ça, il faut que tu vannes, après ça, il faut que il y a le threshing, là, qui est d'enlever la coque avec des rouleaux de papier sablé en rotation. Il y a un laminage pour en arriver à un flocon. Tout ça aussi, il faut que tu fasses sécher ça. Donc, c'est très, très compliqué. Mais oui, pour les poules, je te dirais que le seul grain que je m'essayerais à leur donner, ce serait le maïs. Le soya, je suis plus ou moins soya, là. Partez-moi pas sur le soya. Mais bref, vu que la poule est omnivore, je préférerais lui donner la même chose qu'à nous. C'est d'ailleurs ce que je vais essayer cette année. Le régime alimentaire il va y avoir une cage mobile qui va être uniquement nourrie avec les moyens du bord. Puis je vais les traiter comme je traiterais un invité en lui donnant déjeuner, dîner, souper avec ce que je suis capable de trouver. Puis là, on va comparer les courbes de croissance de la volaille qui est élevée comme ça, qui va manger beaucoup de kale, elle ne sait pas encore, mais elle est mieux d'aimer ça, à la croissance de deux autres cages mobiles qui, elles, vont être nourries à la moulée, malheureusement bio, qui nous coûte une fortune, mais qui, elle, inclut là, tout ça. Là. Ben, je pense que c'était très complet comme réponse. Je vais donner la parole à Sylvie Godin, qui avait la main levée. Salut. Allô? Oui, j'ai une question concernant ta serre. Quelqu'un qui voudrait être autonome en énergie, c'est-tu un projet qui serait viable avec des panneaux solaires, genre comme ça, ou c'est trop, faudrait réduire là, la capacité de la serre peut-être? En impliquant le plancher chauffant que tu as mis, tout ce que tu as comme électricité, si tu penses que ça serait faisable avec des panneaux solaires puis être autonome en énergie, là. Ben oui, déjà les panneaux solaires, tu as aussi des chauffe-eau solaires qui sont très efficaces. Fait que si tu voulais te payer le luxe du plancher radiant, qui entre toi et moi est un luxe, faudrait que j'essaye. Je me suis jamais vraiment, j'ai jamais osé faire une saison sans allumer mon radiant pour voir les problèmes que ça m'amènerait. Moi, quand je pars le radiant, ce que ça me permet de faire, c'est que le sol, il passe de 1 à 21 en 12 heures. Puis ça, moi, je suis convaincu que ça accélère le compostage parce que j'ai quand même mis 500 kilos de feuilles mortes. Il y a eu quand même 250 kilos de fientes. Puis là, tu sais, moi, je veux que quand je passe la grelinette, je veux pas que ça pue, mais bon. Donc, le radiant, il y a des systèmes de chauffe-eau solaire très, très efficaces, hein, avec les différents, l'eau passe, bon. Mais sinon, les ventilateurs et les extracteurs, c'est bon pour descendre la température, mais si tu veux pas utiliser d'électricité, tu peux mettre une toile noire sur ta serre, un filet pour dropper l'impact du soleil. Les côtés ouvrants, ça nécessite pas d'électricité. Donc, ventilateur, volet, hein, c'est les volets s'ouvrent, puis là, le ventilateur part, puis là, l'air est évacué. Moi, ça me permet de recycler l'air dans la serre en 1 minute, étant donné le volume d'air. Cela dit, ça ne descend pas la température là, de plusieurs degrés. C'est juste que ça fait sortir l'air chaud. Bref, moi, je pense qu'une serre à la base, c'est faite pour profiter de l'énergie solaire. Et puis là, ça va être à toi de voir vraiment ce que ça va donner comme résultat finaux. Je te dirais, moi, que contrairement à la croyance populaire, décembre, janvier, février, là, il fait pas plus chaud dans la serre beaucoup que dehors. Il fait plus chaud dans la serre. Mais tout le temps, j'ai 10 degrés plus chaud dans la serre que dehors. 15 degrés même. Quand il fait moins 35, il fait moins 20 dans la serre. Quand il fait moins 25, il fait moins 15 dans la serre. Cette différence de température-là, je pense qu'on la gagne parce que le côté gonflé isole, parce que la neige sur les côtés isole, parce que les poules génèrent un peu de chaleur, puis parce que mon sol gèle pas. Il est tout le temps à 1 degré. Donc, évidemment, ça a un impact ça, là, sur la température ambiante. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais je m'essayerais. Parfait, merci. Ben, on a 2 autres très bonnes questions dans le chat. On a la question de Jay qui demande pour ton projet pilote d'abattoir à la maison, c'était quoi le plus gros obstacle avec le MAPAC Inspection des aliments?
Le plus gros obstacle, c'est qu'il faut comprendre que il faut qu'il y ait une volonté politique. OK? Les fonctionnaires qui travaillent là n'ont pas comme mandat d'avoir beaucoup d'initiatives, ne sont pas particulièrement enthousiasmés par la nouveauté et le changement. Je ne dis pas, c'est pas parce que c'est des mauvaises personnes, c'est parce que la culture corporative dans laquelle ils sont et favorise pas le changement. Souvent, sont surchargés puis n'ont pas besoin de nouveautés. Donc, il faut que ça parte d'en haut. Fait qu'il faut vraiment que tu développes des liens avec le cabinet du ministre. Oui? OK. Avec le cabinet du ministre, puis tu demandes à les rencontrer. Puis là, tu dis, voici, moi, ce que je pense nous, on les a approchés. Nous, on a fait une demande au MAPAC pour qu'on ait le droit d'abattre du poulet à la ferme, puis qu'on ait le droit d'utiliser du lait cru dans des produits cuits. Cette demande-là, on l'a envoyée au ministre juste avant le nouveau ministre. Il ne nous a jamais répondu. Donc, on l'a publié dans la presse. Après que ça a été publié dans la presse, le ministre qui est arrivé après nous a proposé au cabinet de nous rencontrer. Puis là, on a réitéré notre demande. Puis là, ça a pris 2 ans. Éventuellement, ils ont annoncé que le projet pilote allait avoir lieu. Mais ce que ce projet pilote-là c'était uniquement une observation. Donc, il allait venir observer ce que ça impliquait. Parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'un projet pilote, le gouvernement n'a pas le droit de conduire un projet pilote qui implique des affaires qui sont illégales. Fait que tu sais, c'est la poule ou l'œuf, là. C'est difficile d'innover quand t'as pas le droit d'être illégal avant d'innover ou whatever. Fait que là, ce qu'il a fallu faire, c'est qu'ils observent, ils se disent, ouais, ça se peut. Donc, il y a un projet de loi qui est passé, le projet de loi 99, qui permettait au ministre de démarrer des vrais projets pilotes où il allait avoir des affaires pas encore légales qui se passent. Et puis, parce que bon, le projet de loi arrive. Ce qu'un projet de loi te permet de faire, c'est des règlements. Alors, le règlement qui s'en vient là, pour le vrai projet pilote, c'est un règlement qui va s'appeler quelque chose comme règlement sur l'abattage à la ferme artisanale. Puis dans ce règlement-là, tu as le droit d'abattre à la ferme en respectant différentes conditions. Fait que ce projet de loi-là était conditionnel à la tenue du projet pilote dans lequel on va embarquer là. En tout cas, tu m'y mêleras, là. Non, c'est vraiment intéressant. C'est le politique. L'important, c'est c'est le politique. Ouais. Il faut qu'il y ait une volonté politique. Puis là, la volonté politique va dire au monde en bas, come on, guys, let's make it happen. Là. Parce que c'est ça. Il y a quelques questions encore dans le chat, puis il y a Christine qui a la main levée. Rapidement, est-ce que tu peux répondre à la question à Stéphanie qui demande quel serait ton conseil pour défricher une terre à bois pour arriver à une surface adaptée à la culture? Oui, déjà, sur enpleinegueule.com, dans la librairie, j'ai le livre du colon où il y a des trucs vraiment drôles. C'est un peu misogyne, là. Les filles, dans ce temps-là, ils tricotaient puis ils cuisinaient selon l'auteur. Mais tu te bades pas de ça. Tu t'en vas dans le bois. Déjà, tu vas avoir une scie à chaîne au lieu d'une hache. Donc, l'idée, il donne toutes les étapes. C'est intéressant. Mais moi, personnellement, c'est de bûcher d'abord, de retirer les arbres puis de les couper en longues billes puis de les garder pour te faire de la planche. Puis après, tu empiles les planches, les branches. Puis l'idéal, c'est de les empiler en différents tas. Puis quand il commence à y avoir de la neige, tu les fais brûler. Comme ça fait de la cendre qui va baisser le pH. Tu vas te débarrasser des branches, puis tu baisses le pH de ta terre. Puis là, après ça, moi, j'essaierais de mettre une culture fourragère puis des ruminants là-dessus pendant 1 an ou 2 pour enrichir, te bâtir un topsoil, te bâtir un humus, te bâtir une couche de terre riche. Tu peux aussi, après avoir fait tu peux aussi tout enlever, garder quelques beaux arbres pour qu'il y ait de l'ombre, mettre de la chaux dolomitique, qui est une chaux qui va dropper ton pH, qui va désacidifier ta terre, en fait,
upper ton pH, qui va désacidifier ta terre, qui va nourrir le sol. Puis après ça, tu peux mettre une couche de 2-3 pouces si tu veux de compost puis de terre paysagiste si tu veux accélérer. Mais là, moi, ça m'a coûté 1365 pièces pour, j'ai mis 18 pouces là, sur 1000 pieds carrés. Mais dans le sol, nous, à chaque année, quand on a une parcelle qu'on a défrichée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le compost jeune de notre chèvrerie. Donc, nous, les chèvres sont élevés sur de la paille en stabulation sur litière accumulée. Donc, j'accumule la litière pendant 6 mois avant de la vider. À tous les jours, on rajoute de la paille. Donc, à la fin, tu as une grosse couche. Et puis, ça te donne quand tu vides ça puis tu fais un tas, tu le laisses travailler l'été, puis là, à l'automne, tu t'en vas mettre ça sur ta terre défrichée. Tu pourrais aussi aller mettre sur ta terre défrichée les ballotins dont je parlais que j'avais fait avec la terre. Donc, l'idée, c'est vraiment de mettre un compost rough, puis de laisser travailler ça 1 an ou 2. Là, après ça, planter la culture fourragère, t'envoies les animaux là-dessus. Watch out les cochons, là. Le monde, il parle tout le temps, les cochons, ça défriche. Les cochons, ça scrape. Mais c'est le fun. Mais je veux dire, ça fait des gros trous. Ça détruit la patente. Fait que, attention. Mais mettre des animaux sur une terre défrichée, je pense que c'est la meilleure solution. Parfait. Ben, on va prendre la question à Christine, puis après, il y a la dernière grosse question à Alexis dans le chat. Vas-y, Christine. OK, super. Ben, moi, je vais poser une question un peu intéressée parce que je fais partie du CA d'Imaginons. Donc, je serais curieuse d'entendre ce que tu as à dire par rapport à comment les organismes communautaires, là, comme nous, un regroupement citoyen, on peut faire pour appuyer les producteurs comme toi, les petits fermiers artisanaux, les paysans. Ben, vu que c'est politique, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de PR à faire, ça c'est incontestable. Je veux dire, je vois des problèmes au niveau des petits, je vois des problèmes au niveau des assurances, souvent. On en a entendu parler hier, là, il y a une gang qui a bien de la misère, ils sont dans le coin de Kamouraska. Les assureurs ont développé la mauvaise habitude d'abandonner les gens qui pratiquent l'agriculture à leur sort. Puis des fois, les institutions qui financent les petits agriculteurs, ici ça s'appelle la financière agricole, ont besoin que tu sois assuré avant de te prêter. Donc, il y a l'élément des terres, l'accès aux terres, ici c'est un problème, j'imagine que ça l'est chez vous aussi. La formation, c'est quelque chose que moi j'arrive d'une séance intensive à la Régie des marchés agricoles, il y a comme un tribunal agricole où on s'est battu pour avoir le droit de produire des œufs d'incubation, imaginez-vous donc. Et puis, un des éléments qui a permis aux fédérations de dire que nous, les petits, on était désorganisés, en fait, de prétendre, c'est le fait qu'on n'était pas particulièrement formé en fait de biosécurité. Fait que bon, je te dirais peut-être que de travailler sur des cahiers de charges en normes de biosécurité, ça peut vous aider dans des combats possibles. Mais bon, c'est pas pareil partout, là. Nous, on a une structure extrêmement rigide ici au Québec là, qui s'appelle l'UPA. Il y a de tout là-dedans. Là. Il y a du monde comme moi, il y a du monde pas comme moi. Mais le financement, tu sais, j'ai l'impression, on pense tout le temps au financement, mais je ne sais pas, là, quand le projet, tu sais, nous, on a tout le temps dit, faites juste nous laisser faire, c'est ce qu'on veut, c'est de la liberté d'action. Fait que moi, j'ai l'impression que la liberté d'action, travailler pour la liberté d'action, c'est peut-être plus important que travailler pour du financement, en tout cas à court terme. Mais sinon, il faut réaliser que beaucoup de monde qui va en agriculture, tu vas dealer avec une population hétérogène. C'est souvent des gens qui ont plus un background d'artiste que de fonctionnaire. Alors, c'est important de laisser la place à la diversité de modèles, puis de justement, tu sais, quand c'est une espèce de template où tu dis, c'est pas facile, mais c'est une question compliquée. Je te permets toi aussi de m'emailer pour un suivi personnalisé si je peux t'aider. OK. En fait. Ben, merci. Puis
si vous êtes toujours partant, il y a encore une dernière question d'Alexis qui demande si la raison principale du chauffage radiant dans la serre, c'est d'accélérer le compostage du fumier de poule. Puis est-ce qu'il pourrait avoir des problèmes de salubrité des légumes si ce fumier n'est pas bien décomposé? Ça, c'est une question que j'ai souvent. Oui, je pense que une des raisons pour lesquelles je veux mettre la température, je veux accélérer la reprise de vie des micro-organismes du sol qui sont responsables du compostage. C'est une des raisons pour lesquelles je remets la chaleur dans le piton au plus sacrant. Il faut comprendre qu'il va y avoir au moins un mois entre le moment où les poules quittent et le moment où on sème. Il faut comprendre aussi que la plupart des trucs qu'on mange, ça va être après le fameux 3 mois qui est suggéré souvent pour l'utilisation de fumier animal. Maintenant, il n'y a pas de recherche là-dessus ou elle est très mauvaise. La recherche est basée sur de l'épandage de purin, c'est-à-dire de fumier liquide, du lisier, c'est-à-dire de la marde d'animaux cloîtrés, pognés, ces antibiotiques qui chient sur du béton, puis c'est sorti à la hausse, puis c'est mis dans des ouvrages de stockage fermés où ça fermente, puis demande-moi pas. Donc, tu sais, à la base, je ne pense pas que mes volailles sont malades. Je pense en fait qu'elles sont très en santé parce qu'elles ne sont pas stressées, parce qu'elles ont accès à l'air, à de l'air, à la lumière du soleil, à une alimentation qui a de l'allure, à de l'eau pure. Donc, pour qu'on ait des problèmes avec un fumier, il faut qu'on deal avec un animal malade. Donc, moi, je ne crois pas que mes animaux sont malades. Moi-même, je n'ai jamais été malade en buvant mon lait ou rien ou quoi que ce soit. On nous dit qu'on a des systèmes immunitaires incroyables. I don't know, je veux dire. Mais, OK. Donc, mangeons tout ça, mais donc c'est ça. Moi, j'aurais pas peur de ça. Et puis, évidemment, il faut travailler comme du monde, mais je vous dirais que le nez est un excellent outil. Moi, ça sent jamais la mort. Les poules ont pas l'air de ce qu'ils ont de l'air quand on voit des vidéos de ce qu'ils ont de l'air dans certains élevages un peu plus... c'est quoi le mot? Ouais, la promiscuité. En français, la promiscuité, ça veut juste dire densément peuplé. Donc, je pense que la densité du troupeau est centrale à la santé du troupeau et à l'innocuité de leur fiente. Mais je pense que ça répond bien à la question. Il y a une dernière petite question qui demande, c'est Marie-Hélène qui demande des nouvelles de l'épopée des œufs d'incubation. Tu m'y mêleras. On va avoir des réponses des juges à l'automne. Dans nos plaidoiries finales, les avocats des mises en cause, c'est-à-dire les fédérations, ont plaidé qu'il y avait des enjeux de compréhension de notre part, ce à quoi j'ai répondu absolument. On comprend rien, mais c'est parce que c'est pas facile, c'est pas évident votre affaire. Puis ce que j'ai expliqué en gros, c'est que nous, on évolue dans un cadre parallèle, le hors quota, puis il faut reconnaître notre réalité particulière, parce que la réalité particulière de nous tous, c'est qu'on est pluriproducteur. On fait beaucoup de choses. C'est pour ça qu'un cadre productiviste qui est habitué à encourager une production spécialisée et unique, une monoproduction, une monoculture, s'adapte très mal à la réalité de quelqu'un qui fait et des poussins, et du poulet, et de la poule, et de la production laitière. S'il faut que tu respectes la réglementation, entre autres ici, les plans conjoints, tout ça fonctionne mal ensemble, puis c'est quelque chose qui est mal compris. Alors, on espère qu'à l'automne, il va y avoir un jugement qui va confirmer notre statut particulier et puis donner de l'espace aux deux entités pour collaborer. Mais je suis pas. Quand tu dis dernière question, c'est vous, là. Hein? Moi, dans ma tête, j'étais là jusqu'à 7h30. C'est comme vous voulez, là. Ben, excuse. Ouais. C'est votre. Moi, chez vous, là, 7h30. Notre heure, c'est Au moins 8h30. 7h30. Ouais, c'est ça. Mais en fait, je pense qu'on va suivre ça de près, là, tout ce qui se passe de ton côté avec ce projet pilote-là, l'épopée des œufs, parce qu'il y a des petites différences entre la réglementation québécoise et
nouveau-brunswickoise, mais au moins ça nous donne des modèles, tu sais, puis tu peux dire, ben si ça passait à la province d'à côté, ben peut-être que nous autres ici, on peut faire la même chose. Fait que Ben oui, parce que vous aussi, vous avez le hors quota, là. Vous évoluez dans un espace vous évoluez hors quota. ben oui, absolument. Y avait-tu d'autres questions dans la salle parmi les participants? Si vous voulez parler, vous pouvez. Ah, il y a des commentaires. Ah, attends, je vois mal les commentaires un instant. Donc, Clarence qui dit, à mon avis, il n'est pas recommandé de brûler la biomasse lorsqu'on défriche, il vaut mieux la déchiqueter. Le brûlage détruit le topsoil. Je sais pas pourquoi ils disent ça. J'ai entendu ça, même dans le livre du colon, il parle de détruire le topsoil, mais c'est quand tu brûles trop. Si tu brûles juste la branche en surface, puis que tu pars d'une forêt, justement, où ça dépend de la forêt, là, tu sais. En général, le topsoil forestier, c'est pas le même quand tu es dans un bassin comme la vallée du Saint-Laurent ici. Le topsoil, il vient d'un ancien fleuve qui s'est retiré. C'est pour ça que c'est riche, puis c'est pour ça que la zone verte au Québec suit vraiment là où il y avait avant de l'eau, puis que ça s'est retiré. Juste brûler la branche, puis comme je vous disais, moi, quand l'hiver arrive, le sol a commencé à geler, j'ai pas l'impression qu'on détruit de topsoil. C'est sûr que si tu fous le feu dans la forêt, bon, cela dit, il y a des pratiques qui allaient vers ça. L'idée, c'est d'avoir un équilibre. Le chipper tout ce bois-là, ça peut être intéressant. C'est beaucoup, beaucoup de job. Moi, quand j'ai essayé là, avec le chipper, je me suis dit, hey, j'en ai pour un bon bout de temps. Puis, la chip, moi, c'est résineux dans mon coin. Fait que la chip de résineux, c'est un antifongique en partie, avant que ça composte en tout cas, qui va faire en sorte que ça va être plus long à décomposer quand même. Mais je veux dire, la biomasse, c'est de la biomasse, c'est sûr, mais celle qui est difficile à battre, c'est le fumier. Donc, moi, je mettrais vraiment là, vous pouvez chauler ou faire de la cendre pour désacidifier un peu, mais l'important, c'est de mettre un compost qui respecte la quantité carbone-azote, à peu près. Un 21, ça composte plus vite qu'un 25. Là. Et puis, évidemment, si vous pouvez l'agiter beaucoup, mais de répandre ça sur le sol, puis d'après ça, d'avoir des ruminants qui en produisent live, c'est la meilleure façon, je pense, d'enrichir un sol, puis de la feuille morte tachée. Parfait. Roland Michaud, vous pouvez y aller. On vous entend pas. Vous voulez juste dire salut. Peut-être de monter le volume, parce que je vois qu'il n'est pas muté. Bon, ben désolé, Monsieur Michaud. Sinon, vous pouvez l'écrire dans le chat, parce qu'on vous entend toujours pas. Sinon, Est-ce qu'on peut m'entendre? Ah là, oui! Allez-y, on vous entend. Ah oui, ok, merci. Oui, j'ai une question. Moi, je suis né dans la péninsule acadienne et puis il y a plusieurs siècles de ça. Et puis dans mon jeune temps, on avait des poules, des cochons, vaches et tout ça. Et puis, alors je ne comprends pas pourquoi on parle ici de ministère MAPAC et toutes ces choses-là. Est-ce que c'est parce qu'on veut vendre dans les marchés publics? Bien, la réglementation, c'est sûr que pour la consommation personnelle, presque tout est permis. On peut boire du lait cru, on peut abattre, à la ferme. Bon, après, les règlements de la municipalité viennent, mais c'est que la raison pour laquelle je pousse pour qu'il y ait une mise en marché qui soit possible, c'est que c'est souvent pour occuper le territoire. Quand une petite famille s'installe, elle a le courage de s'embarquer dans une espèce d'agriculture vivrière qui lui permette de se nourrir. Ça prend pas de temps que les voisins puis les gens sont intéressés à lui acheter ses surplus. Cet argent-là qui est dégagé lui permet de réinvestir. Donc, c'est une espèce d'effet d'entraînement. Je pense que pour occuper aussi le territoire, parce qu'il y a tout le
le temps cet exode rural-là qui finit plus. Je pense qu'il faut donner aux gens la possibilité, surtout maintenant que le télétravail, hein, on est en Zoom, le télétravail a fait ses preuves, les gens peuvent travailler à partir de chez eux. Donc, je pense que ça va permettre aux gens de peut-être se réintéresser à vouloir aussi se nourrir à partir de chez eux. Puis l'argument a toujours été, ben là, je m'en vais au bureau, je peux pas m'occuper des... Bon, mais là, si on est en télétravail à temps partiel, pourquoi pas? Moi, comme je dis, l'hiver, c'est une demi-heure m'occuper de ces animaux-là. L'été, évidemment, ça devient plus exigeant. Puis la serre, quand elle est pleine de légumes, il faut s'en occuper presque à tous les jours. Mais d'avoir le droit de vendre, à l'époque, les gens vendaient leur lait autour de chez eux, vendaient leur poulet. Tu sais. Il y a toujours eu l'acte de vente qui a été impliqué là-dedans. Puis si tu veux troquer ou donner, ça aussi, c'est régi. Là. C'est pas vrai que en donnant ou en troquant, on échappe à la loi. C'est pas plus légal. Donc, moi, je trouve ça important que ça soit un droit de base que tous les citoyens devraient avoir, d'avoir le droit de se nourrir puis de nourrir les autres. Bon, je suis pas contre une espèce d'encadrement légal qui assure la fameuse innocuité des aliments. Mais en même temps, on a le droit de conduire une auto puis de foncer dans les murs de roche, là, puis... tu sais, je veux dire, ils n'ont pas interdit les autos à cause de ça. Là. Fait que, tu sais, je veux dire, à un moment donné, si tu as le droit de faire du parachute, du bungee, puis tout ce que tu voudras, peut-être que tu aurais le droit aussi là, de vendre bon, du poulet. Surtout que les gens font cuire le poulet en général. Ouais. Oui, Je ne sais donc, pas si c'était ça la question. en principe, le problème, c'est que ça peut déborder chez les voisins et dans la communauté. C'est ça le problème. Quoi ça? Qu'est-ce qui peut déborder? Je veux dire, la production, notre production éventuellement peut se retrouver au marché ou chez les voisins et des choses comme ça. Ouais, ben ça, moi, c'est quelque chose que je souhaite. Mais, Ouais. je veux dire, c'est sûr, mais l'argument... C'est la raison ouais. pour laquelle on veut une... Oui, et c'est la raison pour laquelle on veut une certaine réglementation. Exact. Ok, C'est sûr qu'on veut une certaine d'accord. réglementation, mais l'argument selon lequel les artisans travaillent comme des cabochons, il est utilisé beaucoup, mais souvent abusivement. Et il faut reconnaître aussi les torts de l'industrie, c'est-à-dire que les contaminations, par exemple, là, vont des deux côtés, puis quand tu regardes les études ontariennes, ils vont surtout de l'industrie vers les élevages artisanaux. Il faut comprendre que la façon dont c'est fait aujourd'hui, les poussins, par exemple, sont achetés à des multinationales comme Genex ou Eviagen, je ne sais pas trop qui. Donc, on n'a pas d'autonomie, il n'y a pas de souveraineté alimentaire au niveau de la volaille au Canada. Les poussins viennent de l'extérieur du pays. Alors, tu sais, des fois, quand tu as un système comme ça, ou vous, quand vous achetez des poussins, vous allez l'acheter à des couvoirs qui font affaire avec les multinationales. Il arrive des épidémies dans les couvoirs. Ça nous est arrivé, nous, qu'on n'a pas eu de poussins une année parce que toute la batch était décimée. Donc, tu sais, je pense, moi, que la résilience puis la pérennité d'un écosystème alimentaire passe par la richesse de la biodiversité de cet écosystème-là, incluant l'humain. Là. Tu sais, on veut tout le temps la biodiversité dans les grenouilles à pattes bleues et à taches jaunes, mais les artisans, on est une espèce peut-être menacée si on ne nous donne pas l'espace qu'il faut justement pour se multiplier. Donc, plus on va être, je pense, plus la sécurité alimentaire va être quelque chose de réel. Là. Mais oui, il faut. Puis quand on dit encadrer, je pense que ça commence par l'école, au primaire, de réintroduire le jardinage, l'élevage, des petits incubateurs, des poussins. Il faut faire attention à la tendance plant-based là, par rapport à ça. Là. L'alimentation à base de plantes, c'est pas pire à Montréal, mais dans le 80% du reste de la planète, ça se peut pas. Donc, je pense qu'il faut continuer à éduquer les jeunes par rapport à la nécessité d'une biodiversité animale et végétale dans l'écosystème nourricier qui
qui nous permet de survivre. Puis ça fait partie des principes de l'agroécologie dont Pierre-Olivier a dû vous parler abondamment hier. Mais c'est vrai, la révolution agroécologique, le livre de Alain Olivier, est vraiment le fun à lire pour voir l'importance de la richesse de la biodiversité dans notre vie, là. Pas juste au zoo. Ah, c'est super intéressant tout ça. On a des dernières petites questions. Il y a Marceline Lataro qui demande combien de poules dans ta serre de 900 pieds carrés l'hiver? Alors, je suis allé jusqu'à 50. Je pense que 50, c'est le maximum. Là, je suis à 36. Donc, 33 poules, 3 coques. Puis, avec le système aussi de clôture mobile qui est environ, je crois, 50 mètres. C'est écrit dans mon livre, là, j'oublie exactement, mais c'est plus ça, là, bouger à chaque semaine. Tu sais, plus tu en as, plus il faut que ça soit grand, plus il faut que tu bouges souvent. Parfait. Puis il y a des questions aussi sur les types de poulets. On a Elisabeth qui demande pourquoi vous préférez les poulets Sasso plutôt que les gros poulets blancs, grosse poitrine et petites pattes. Ben, en fait, les Sasso, c'est des poulets européens qui sont dites, je pense que c'est label rouge, qui sont à croissance plus normale, mais quand même croissance rapide. Les gros poulets blancs, là, les Ross, ça c'est ce qu'on appelle les poulets à croissance, moi je dirais à croissance ultra rapide. Ils vont trop vite à mon goût. Moi, j'ai besoin de temps parce que je veux que mon pâturage se régénère. Je veux qu'ils mangent au rythme auquel je suis capable de produire mon lait caillé. Il faut que mon kale ait le temps de pousser. Le gros poulet blanc, il est fait pour y aller, lui-là, en 4 x 7, 5 x 7, 6 x 7, 6, 5, 6 semaines, là, c'est fini, là. Puis là, il est comme 3 kg et demi, il commence à pencher sur le côté, puis là, t'es mieux de le ramasser parce que, bon. Puis quand tu arrives à l'abattoir, ils sont sales parce qu'ils sont tout le temps écrasés dans leur fiente. C'est des génétiques ultra performantes qui sont triées sur le volet. C'est pas des OGM, il n'y a pas de manipulation génétique, mais c'est c'est des équipes de milliers de scientifiques qui travaillent justement pour les multinationales, qui s'arrangent pour t'envoyer des poussins qui vont exploser, là, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un ratio de conversion de grains incroyable. Donc, dans l'industrie, on aime ça. Oui, ça fait de la grosse poitrine juteuse sur le barbecue, évidemment. Moi, mes poulets, ils ont 1,5, 2 kg. L'avantage de la volaille à double utilité, comme la Chanticleer ou comme d'autres races, c'est qu'on peut assurer la reproduction à la ferme. Les Ross, les gros poulets blancs, si tu veux les reproduire à la ferme, premièrement, ça va être très compliqué. En général, ils meurent avant que leurs organes reproducteurs soient, tu sais, la poitrine vient nécroser là, quand tu vois du vert ou du bleu quand tu abats. Le poulet n'est pas capable d'aller vers la poule, puis la poule, c'est pas trop. Fait que, je veux dire, c'est pas évident. Donc, avec les génétiques qu'on utilise, nous, c'est des poulets qui sont très, très fringants puis qui se reproduisent parfaitement bien. Ensuite, comme j'expliquais, il y a une manière, moi, je les abats, mes poulets sont à 1,9, 2 kg. C'est plus des espèces de poulets de cornouailles, on dirait. Mais moi, j'ai développé des techniques pour les cuire, puis ils sont extrêmement tendres. Par exemple, la cuisson sous vide, on prend la carcasse, on la met sous vide, puis on la met dans un bain d'eau où il y a un thermocirculateur qui cuit à 63 degrés Celsius pendant 8 heures. Quand tu sors le poulet de là, il fond en bouche. Donc, il y a aussi des techniques à développer pour pouvoir apprécier ces chairs-là. Mais c'est l'idée de pouvoir reproduire, élever, transformer et puis éventuellement même mettre en marché à la ferme qui va pousser vers des génétiques plus... on a cherché le terme là, quand on était avec les poils. Il y a rustique, il y a classique, il y a... c'était quoi aussi? Des poules. Quand vous avez... L'APA aux États-Unis, l'American Poultry Association, ont un guide qui s'appelle le Standard of Perfection. Puis dans ce livre-là, vous avez toutes les volailles qui sont reconnues
comme des vrais volailles, puis t'as pas les Ross, puis les Cubs, puis les Shavers, puis les ISA, les Brown là-dedans. T'as les Leghorns, t'as les Chantecler, t'as tout ce qu'il faut, puis t'as Bon. les standards de la race, t'as les façons de les reproduire. Donc, Mais encore là, je pense que c'est assez complet, puis on connaît un petit peu mieux les poulets. Mais là, je regarde l'heure qui file, puis on a peut-être une dernière question qui tue de Guillaume Légère qui demande si vous êtes capable d'atteindre la rentabilité avec le modèle que vous avez. moi, cette question-là, moi, je suis convaincu que oui. Ça dépend combien tu as besoin d'argent pour vivre, évidemment. Mais si nous, par exemple, on veut ramasser 30 000 par année de profit pour vivre à deux, on est au Canada, on paye 40 000 Amélie me fait signe. À 4. Ouais, OK, on est 4. 30 000 Bon, alors comment est-ce que tu procèdes? Ben, tu peux te dire, j'ai besoin de faire 6 coups de 5 000 donc, comment je ferais ces 5 coups-là? Ben, moi, je pense que déjà, la transformation à la ferme, c'est important. J'entends souvent le mot burn-out. Évidemment, il y en a qui disent quand tu as trop de cordes à ton arc, tu te brûles. Mais c'est pour ça que je dis commencez par y aller avec vos besoins puis vos intérêts. Puis là, vous verrez c'est quoi les surplus les plus intéressants à dégager. Cela dit, je pense que la transformation à la ferme, dans le légume, c'est pour ça que les maraîchers n'ont pas eu une bonne expérience avec la transformation. Ben, c'est très difficile. Offrir des carottes coupées, des affaires de même, les gens en veulent pas. Ils veulent le produit brut. Dans la viande, c'est pas pareil. Un poulet rôti, c'est beaucoup plus rentable, c'est beaucoup plus attrayant qu'un poulet cru. En plus, les gens ne savent plus quoi faire avec un poulet entier cru. Fait que la raison pour laquelle moi, j'ai milité pour l'abattage à la ferme et l'utilisation de lait dans des produits cuits, c'est parce que, selon moi, si on est capable d'élever 300 volailles, puis faire 2 à 3 gros barbecues de fou, où il y a de la braise, puis il y a plein de poulets embrochés là-dessus qui cuisent, puis tu invites, je sais pas moi, tu as 50 personnes, ouais, 50 personnes, je veux dire, tu sais, avec 300 poulets, tu es capable de faire au moins 1200 quarts de poulet, 1200 repas. Puis le lait, moi, je parle d'utiliser ça dans des cannelés maison, dans des pâtisseries maison. Donc, je veux dire, ça, c'est l'aspect de transformation où il y a de l'argent à faire. Tu peux faire aussi, il y a l'aspect service. Hein? Les avocats, ils savent à 450 pièces de l'heure qu'offrir un service, c'est rentable. Donc, nous autres, on n'est pas habitués à des taux horaires comme ça, mais on peut quand même offrir, tu fais soit une espèce de soirée drive-in avec du popcorn maison, puis je veux dire, tu sais, tu peux faire, moi j'ai été habitué de faire de l'argent dans des foires agricoles où pendant 3 jours, tu vends quelque chose. Une année, on l'a fait avec des bretzels. Donc, on faisait des bretzels, puis là, tu vends ton bretzel 3 piastres, mais tu en vends peut-être 1000, 2000, puis là, tu fais, tu sais, 6000, 7000 en 3 jours. Donc, l'idée, c'est je pense, de concentrer ta vente sur des coûts, voir dans quelle mesure un marché public, c'est quelque chose qui t'en donne autant que toi, tu y en donnes, parce qu'évidemment, il y a une implication de temps, mais sur ta table, il faut toujours avoir tu sais, les œufs, c'est un produit d'appel. Cela dit, arrêtez de vendre vos œufs 3 piastres. Là. Si c'est du grain bio puis que c'est une poule qui est élevée au grand air, ça vaut au moins le même prix que Burnaby le vend avec son fake free range à 7 piastres et demi la douzaine, alors qu'ils ont juste une porte dans laquelle ils vont jamais. Il faut s'assumer, il faut vendre les aliments au prix qu'ils méritent, puis expliquer aux gens pourquoi ta douzaine est 8 $. S'ils trouvent ça vraiment incroyable, tu dis, ben viens voir comment on fonctionne, viens vider la chèvrerie, va te vendre des œufs 6 piastres après. Tu sais. Donc, c'est important d'avoir un prix de vente qui a de l'allure. Le maraîchage, les maraîchers ont le don de vouloir de produire une grande variété d'aliments. Puis là, c'est là où tu deviens un peu, je pense, burn-out. Donc, il faut commencer tranquillement, ajouter les productions une à la fois à partir du moment où on maîtrise chacune des productions, construire les bâtiments tranquillement, puis vraiment avoir à chaque fois un produit qui est impeccable plutôt que d'être à gauche puis à droite. Mais je pense absolument que c'est possible d'être au moins aussi rentable qu'en travaillant dans une job qui te donne un salaire minimum. Là. Ben, je pense que c'est des super de bons conseils. Merci beaucoup. Puis je pense que c'est ça qui va clore aussi la conférence de ce soir. Puis
Moi, j'ai vraiment apprécié, puis je pense que les gens autour aussi, là, à voir tous les beaux commentaires dans le chat. Mm. Donc, c'était super de t'avoir avec nous, puis je pense que tu as vraiment développé un modèle qui répond à beaucoup de besoins puis des questions que les gens se posent. Tu as osé faire le saut, donc merci beaucoup. Ben, de rien. Puis, c'est ça. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter. Puis, Super, puis en on général, ira je réponds. sur votre site web aussi? Oui, sur le site web, vous avez beaucoup de ressources là, au niveau de livres puis d'informations de ce genre-là. Vous avez une section savoir-faire où il y a énormément de vidéos pour faire le pain, faire les cannelés, l'abattage, etc. Sur la page Facebook, La Ferme Impossible, c'est plus ce qui se passe là, Mhm. en ce moment. Un lien peut-être que je peux vous donner pour ceux qui veulent faire un tour guidé beaucoup plus complet. Si vous allez sur tvcl.ca, vous cherchez mon nom ou bien artisan fermier. Et puis là, c'est une série documentaire qui a été faite il y a 1 an ou 2, qui sont venus tourner. Puis là, on a fait tout ça. Fait que le vidéo que vous avez vu là, où j'abats le poulet, ça fait partie d'une des capsules. Imaginez-vous donc, ils ont passé ça à la TV avec le poulet qui se saigne à mort. C'est une TV communautaire, on s'entend. Mais ils ont travaillé super bien. Fait que là, vous avez tout, puis vous avez de la transformation. Vous avez tout. Fait que, il y a ça. Puis, comme je vous disais, ben, le livre L'artisan fermier, ça, c'est un guide pratique pour la chèvre, la poule, le poulet. Puis, La Mhm. ferme impossible, c'est plus le législatif. Mais pour me contacter, à partir du site web, vous avez les courriels. Messenger et compagnie sur Facebook, là, il y a comme trop d'actions. J'en manque beaucoup, fait que c'est moins bon. Parfait. Fait que si on veut te rejoindre, c'est vraiment le site web l'idéal. Donc, merci beaucoup, Dominique. Merci à tout le monde d'avoir été là. Ben, merci et on lâche pas la patate. C'est Ah, ça. c'est vrai, en plus, hein, c'est ça, de la patate. Ouais, ça va mal dans la patate, hein? Ouais. En tout cas, c'est pas grave, ça pousse bien. Alors, plantons-en quand même.